Une prairie printanière, recouverte de pourpre, alimentait autrefois une économie alimentaire prospère, plus sucrée que la mélasse et plus sûre que le blé, jusqu'à ce qu'une seule décision, en mai 1878, ne la brise du jour au lendemain. Une politique d'élevage, une denrée de base perdue, et ce qui suivit fut la famine, le conflit et un quasi-effacement. Ce n'était pas la nature suivant son cours. C'était un système démantelé, à dessein. Comment un pilier de la survie est-il devenu une simple fleur de jardin de plus? La réponse commence là où la plupart des histoires choisissent de s'arrêter. Dans les prairies du nord-ouest Pacifique, ce qui ressemblait à des prairies de fleurs sauvages étaient en fait des systèmes alimentaires soigneusement conçus. Des familles autochtones ont façonné ces paysages grâce à un ensemble de pratiques délibérées et héritées qui remontaient à des générations. Le feu était l'outil principal. Chaque automne, des brûlages dirigés balayant les champs, éliminant les arbustes et les jeunes arbres, recyclant les nutriments et garantissant que le kama reviendrait en abondance au printemps suivant. Ces brûlages n'étaient ni aléatoires, ni destructeurs. Ils étaient programmés et ciblés, conçus pour maintenir la terre ouverte et productive, et pour favoriser le kama bleu par rapport aux espèces envahissantes. Après le feu, le travail se poursuivait à la main. Des bâtons à fouir, de longs outils pointus sculptés dans du bois dur, étaient utilisés pour ameublir le sol et extraire les bulbes. Ce creusage faisait plus que récolter de la nourriture. Il aérait la terre, brisait le sol compacté et stimulait une nouvelle croissance. Les familles retiraient les plus gros bulbes pour la cuisson et le stockage, tandis que les petits bulbes et les rejets étaient laissés sur place, assurant la récolte de la saison suivante. La récolte sélective était une forme d'intendance, non d'extraction. Un défi se distinguait parmi les kamas, la présence du kama de la mort, une plante toxique aux bulbes presque identiques. Pendant la floraison, la différence était claire. Le kama de la mort avec ses fleurs blanches, le kama bleu avec ses épis violets. Les récolteurs autochtones désherbèrent les bulbes toxiques pendant cette fenêtre, les retirant méthodiquement pour protéger l'approvisionnement alimentaire. Cette vigilance créait des champs où le kama bleu pouvait prospérer en toute sécurité et où les empoisonnements accidentels étaient rares. Des études écologiques récentes confirment la sagesse de ces méthodes. Une expérience de 2021, révisée par des pairs, a révélé que la récolte traditionnelle et le brûlage, lorsqu'ils sont pratiqués ensemble, maintiennent ou augmentent en fait la densité du kama au fil du temps. Loin d'épuiser la ressource, la perturbation, selon le bon modèle, rendait le système plus productif. Le cycle de brûlage, de creusage et de désherbage était une forme d'agriculture, une forme qui exigeait une connaissance intime du lieu, du moment et du comportement des plantes. Dans des endroits comme la vallée de la Willamette, dans l'Oregon, le peuple Kalapuya entretenait de vastes prairies par des feux réguliers. Ces paysages ouverts soutenaient non seulement le kama, mais toute une suite de plantes comestibles et médicinales, chacune tissée dans le rythme saisonnier du brûlage, de l'entretien et de la récolte. La propriété des parcelles de kama était souvent héréditaire, marquée par des bornes en pierre ou la mémoire familiale. Les droits de récolte étaient transmis, et le creusage non autorisé s'accompagnait de conséquences sociales. Il ne s'agissait pas de terrains communaux, mais d'un réseau de fermes gérées. Chaque parcelle était le résultat d'une intendance minutieuse. Lorsque les explorateurs et les colons sont arrivés pour la première fois, ils sont entrés dans un paysage façonné par des siècles de gestion intentionnelle. Les champs pourpres n'étaient pas sauvages. Ils étaient le résultat visible de l'agriculture d'une civilisation cachée. Ce système produisait des calories fiables,
soutenait des réseaux commerciaux et ancrait les communautés à la terre. Sa durabilité n'était pas un accident, mais le résultat du savoir, du travail et de la tradition. Une prairie façonnée pour durer. Un bulbe de kama récolté dans la prairie, ouverte recèle plus qu'une promesse de survie. Sa chimie est unique parmi les denrées de base du monde. Contrairement au blé ou aux pommes de terre, le bulbe cru est gorgé d'inuline, un glucide complexe qui résiste à une digestion facile. Mais la tradition n'a jamais préconisé de manger le kama cru. Au lieu de cela, les familles construisaient des fours de terre, tapissés de pierres chaudes, superposaient les bulbes avec des feuilles et de la terre, puis allumaient un feu lent. Pendant les 24 à 36 heures suivantes, la prairie elle-même devenait une cuisine. La chaleur et le temps travaillaient ensemble, décomposant l'inuline en fructose, transformant les bulbes en quelque chose de sucré, de collant et de profondément nourrissant. Au moment où le four était ouvert, la récolte avait changé. Les bulbes cuits étaient sombres, parfumés et aussi sucrés que n'importe quelle mélasse. Lewis et Clark, arrivant à White Prairie en septembre 1805, goûtèrent au pain de kama offert par des femmes nées percées. Le journal de Clark consigne l'impression « sucré, bon et nourrissant ». Pour l'expédition, épuisés et affamés, c'était plus que de l'hospitalité. C'était une bouée de sauvetage, une introduction directe à un système alimentaire fondé sur la perspicacité biochimique et la patience. Ce sucre lent était plus qu'une saveur, c'était une monnaie d'échange. Après la cuisson, les bulbes pouvaient être écrasés et pressés en gâteaux denses, séchés au soleil et conservés pendant des mois. Ces gâteaux voyagèrent le long des routes commerciales, échangés contre du saumon, des racines et des articles tissés. Dans certaines régions, les pains de kama ne venaient qu'en deuxième position, après le poisson fumé, en tant que denrée commerciale de base. Un témoignage de leur valeur et de leur fiabilité. Les découvertes archéologiques confirment l'ampleur de ce commerce. Des fours de terre individuels contenaient parfois plus de 100 livres de bulbes, assez pour nourrir des dizaines de personnes ou pour remplir un canoë en route vers des marchés lointains. La douceur du kama remplissait également un rôle que le sucre de canne et le miel domineraient en plus tard. Dans les communautés où le sucre raffiné était inconnu, le kama était une friandise pour les enfants et un édulcorant pour les célébrations. Son énergie à libération lente, combinée à la stabilité de son stockage, le rendait plus sûr que le blé, lors des années de sécheresse ou de mauvaises récoltes. Là où les céréales annuelles pouvaient échouer ou pourrir, le kama persistait sous terre, prêt pour la récolte tant que la terre était gérée et que les fours étaient entretenus. Ce n'était pas une nourriture sauvage mineure, mais une denrée de base conçue à la fois pour le goût et la sécurité. Les prairies qui produisaient le kama étaient en effet des réserves de glucides, des banques vivantes de sucre et d'énergie façonnées par le feu, le creusage et le commerce. La perte de ces systèmes signifierait plus que la disparition d'une fleur. Cela signifierait l'effondrement d'une économie calorique et la désagrégation d'un réseau qui liait les familles, les villages et des nations entières à travers le Nord-Ouest. Au printemps 1878, Big Camas Prairie dans le sud de l'Idaho est devenu un champ de bataille bien avant que des coups de feu ne soient tirés. La prairie était connue pour ses peuplements denses de camas bleus, et elle attirait les familles Bannock et Shoshone chaque année pour la récolte. Cette saison-là, quand les Bannock arrivèrent pour creuser, ils trouvèrent les champs déjà dévastés. Les cochons des colons, laissés en liberté, avaient enfouillé les prairies et dévoré les bulbes avant qu'ils ne puissent être ramassés. La réserve de nourriture immédiate pour des centaines de personnes avait disparu. La Société historique de l'État de l'Idaho a qualifié cet acte d'étincelle immédiate de ce qui allait devenir la guerre des Bannock.
Les tensions montaient depuis des semaines. Les chefs Bannock avaient protesté contre la perte de leurs denrées de base, avertissant que le bétail sur les terres de Kama signifierait la faim, mais les avertissements restèrent sans suite. Les priorités des colons favorisaient les bovins et les porcs, et la logique du libre pâturage l'emportait sur les droits issus des traités et la récolte traditionnelle. Les frères Sylvie, Will et Tom faisaient un partie des éleveurs, menant du bétail à travers la prairie. Leur campement de bétail est devenu un point de friction. Le 30 mai 1878, la violence éclata au camp des Sylvie. Des guerriers Bannock affrontèrent les gardiens de troupeaux. Luke Handler et George Nasby, travaillant tous deux au camp, furent abattus. Will Sylvie survécut. Tom Sylvie était absent, livrant du bœuf à une ville minière voisine. L'attaque n'était pas fortuite. Elle faisait suite à des semaines de confrontations directes concernant la destruction du Kama. Les témoignages des Bannock de l'époque, bien que filtrés par les rapports des colons et des militaires, indiquent un sentiment de désespoir. L'acte était une tentative délibérée de défendre la dernière source de nourriture fiable. Les représailles suivirent rapidement. Les colons et la milice locale ripostèrent, et le conflit passa d'un différend alimentaire à une guerre ouverte. Au début du mois de juin, des unités de l'armée des États-Unis, sous le commandement du brigadier général Oliver O. Howard, pénétrèrent dans la région. Buffalo Horn, un ancien éclaireur de l'armée menant désormais son peuple dans la résistance, rassembla environ 200 guerriers. La campagne s'étendit à travers le sud de l'Idaho et dans le nord-est de l'Oregon, avec des escarmouches, des raids et des batailles mobiles qui durèrent tout l'été. Le coût humain augmenta. Buffalo Horn fut tué au combat le 8 juin 1878. Les groupes Bannock et les groupes alliés Paiute se retirèrent vers l'ouest, poursuivis par les troupes de Howard. La campagne se termina en septembre, lorsque les derniers combattants Bannock furent capturés dans le parc de Yellowstone. Le gouvernement des États-Unis dépensa 500 000 $ pour la campagne. Cette somme soulignait l'ampleur de la crise. Pour les Bannock, le coût ne pouvait se mesurer en dollars. La destruction de la récolte de Kama signifiait plus que la faim. Cela signifiait l'effondrement d'un système alimentaire, la perte d'autonomie et la transformation d'un paysage, passant d'un lieu de rassemblement à une géographie de conflit. Big Kama's prairie, autrefois terre d'abondance, était devenue un point de friction. La décision de lâcher des porcs dans les champs de Kama n'était pas simplement une erreur agricole. C'était un effacement structurel, un acte unique qui a coupé un peuple de sa source de survie et déclenché une chaîne d'événements qui allait résonner pendant des générations. À travers le nord-ouest Pacifique, le sort des prairies de Kama ne fut pas décidé par un seul événement, mais par un processus lent et systématique. Après les guerres et les déplacements forcés, le feu n'était plus le bienvenu sur la terre. Dans la vallée de la Willamette, où le Kama bleu rendait autrefois le sol violet chaque printemps, les politiques étatiques et fédérales interdirent le brûlage traditionnel dans les années 1830 et 1840. Sans le feu, les arbustes et les jeunes arbres s'insinuèrent, privant de lumière les bulbes qui dépendaient d'un terrain dégagé. En quelques générations, les prairies aménagées qui avaient ancré des économies alimentaires entières commencèrent à disparaître. Aujourd'hui, moins de 1% de la prairie d'altitude originelle de la vallée de la Willamette survit. Une statistique dont on retrouve l'écho dans les évaluations de conservation à travers la région. Le reste a été converti en terres agricoles, en pâturage, ou perdu au profit d'une croissance forestière non contrôlée. La gestion bureaucratique a remplacé l'intendance héritée. Là où les familles planifiaient autrefois les brûlages et déterraient les bulbes à la main, les agences foncières ont classé les prairies comme terrains de parcours, marécages ou terres incultes, des lieux à améliorer, à drainer
ou à labourer. Le langage de la nourriture a disparu des registres officiels. Les champs de Kama sont devenus invisibles aux politiques, leur valeur étant mesurée uniquement par ce qu'ils pouvaient rapporter au bétail ou aux cultures. Dans le nouvel ordre, toute plante qui interférait avec ces priorités était reclassée comme mauvaise herbe. Cette logique persiste. À la Camas Prairie Centennial, Marsh Wildlife Management Area de l'Idaho, 640 acres établis en 1987. Les documents de l'État détaillent un régime de lutte contre les mauvaises herbes conçu pour maintenir l'habitat et le fourrage. La liste est explicite. Milestone, une marque d'amopyroli 24D et de glyphosate, l'ingrédient actif du Roundup, sont mélangés à un colorant bleu et pulvérisés à travers les prairies pour contrôler les forbes invasives et les chardons. Le même sol qui nourrissait autrefois des centaines de personnes reçoit désormais des applications annuelles d'herbicides. Chaque traitement est cartographié et consigné dans les plans des agences. L'objectif n'est pas de restaurer un système alimentaire, mais de gérer un paysage pour la faune et la suppression des mauvaises herbes. Le raisonnement semble technique, voire neutre. Pourtant, l'effet est cumulatif. Lorsqu'une plante alimentaire vivace dépend de la perturbation, du feu, du creusage et du terrain nu, les politiques qui suppriment ces actions deviennent une forme lente d'effacement. Une fois que les prairies sont gérées comme des problèmes de mauvaises herbes, les plantes qui nourrissaient autrefois des communautés entières deviennent économiquement peu pratiques à protéger. Le vocabulaire de la gestion, nuisible, envahissant, espèce cible, remplace le langage de la récolte et du commerce. Ce qui était autrefois une réserve de glucides est maintenant une zone d'intervention chimique. Son histoire est enterrée sous un cycle de pulvérisation et de tonte. Il n'y a pas de coupable unique dans cette histoire. Au lieu de cela, il y a un système, un ensemble de politiques, de priorités et de solutions techniques qui, au fil des décennies, ont transformé un paysage alimentaire vivant en une catégorie sur un tableur de lutte contre les mauvaises herbes. Le résultat est visible à travers le nord-ouest. De vastes prairies réduites à des fragments. Le Kama bleu ne survit que dans les fossés, les bords de route et occasionnellement dans les marges d'un plan de gestion de la faune. La connaissance qui maintenait autrefois ces systèmes en vie est désormais rare, et l'économie calorique qu'ils soutenaient est presque invisible pour les agences qui gèrent ce qui reste. À l'orée des contreforts de Sawtooth dans l'Idaho, un nouveau chapitre pour le Camas a commencé en 1987. L'État a établi la Camas Prairie Centennial Marsh Wildlife Management Area, réservant 6240 acres dans le comté de Camas, en Idaho. Ce terrain, autrefois le théâtre d'un effondrement alimentaire et de conflits, est devenu le centre d'une restauration organisée. La floraison de la fin mai attire désormais l'attention par sa beauté. Mais sous les fleurs, une coalition travaille à faire revivre le système alimentaire qui prospérait autrefois ici. Les tribus Shoshone-Bannock dirigent l'effort, s'appuyant sur leurs liens profonds avec les prairies. Leur leadership n'est pas symbolique. Il façonne les priorités, les méthodes et le rythme du changement. L'Idaho Department of Fish and Game gère le site, équilibrant les objectifs de la faune avec les exigences de la restauration. L'Institut Rodial apporte son expertise en santé des sols et en systèmes biologiques, tandis que l'Université d'État de l'Idaho et le Bureau of Land Management apportent recherche et soutien logistique. Chaque partenaire apporte un ensemble d'outils différents, mais l'objectif central est partagé. Redonner au Kama une place d'abondance et de sécurité. La restauration ici est plus que la plantation de bulbes. Cela signifie négocier l'utilisation du feu, tester les effets des brûlages dirigés et clôturer des parcelles pour les protéger du pâturage à des moments clés. Cela signifie surveiller le sol,
cartographier la propagation du kama et suivre le retour d'autres espèces indigènes. Chaque étape est éclairée à la fois par le savoir traditionnel et l'étude scientifique. C'est une expérience vivante, une expérience qui cherche conseil dans le passé, mais qui est façonnée par un partenariat actuel. Ce n'est pas un simple retour à ce qui a été perdu. C'est un retour organisé, délibéré, fondé sur la collaboration et le respect de l'histoire de la Terre. Dans un laboratoire de la péninsule olympique, des plateaux de bulbes de kama rôtis sont chargés dans un lyophilisateur. L'objectif est simple. Voir si cet aliment ancien, conservé de manière nouvelle, peut égaler la longévité des aliments de base modernes. Des planificateurs de la sécurité alimentaire tribale, travaillant avec des scientifiques, testent si le kama lyophilisé pourrait durer non seulement un seul hiver, mais des décennies. L'aspiration est empruntée à d'autres aliments conservés, où la lyophilisation peut emprisonner les nutriments et la saveur pendant une génération. Bien que l'expérience soit en cours, l'espoir est fondé sur la pratique traditionnelle. Pendant des siècles, les bulbes de kama ont été cuits dans des fours de terre, écrasés et séchés en galettes qui pouvaient survivre à des mois de stockage et à des voyages sur les routes commerciales. À présent, avec l'aide de la technologie contemporaine, la même logique est appliquée pour s'assurer que le kama puisse servir de réserve fiable en des temps incertains. Des travaux archéologiques récents à l'Université d'État de l'Oregon renforcent le caractère pratique de ces efforts. Des fouilles d'anciens fours de terre, dispersés à travers la vallée de la Will, révèlent un modèle de cuisson de longue durée et de stockage soigneux qui correspond à ce que la chimie alimentaire confirme désormais. L'inuline dans le kama brut est convertie en fructose uniquement par une chaleur lente et soutenue, produisant un bulbe sucré et digestible qui peut être séché et conservé pendant des mois sans se gâter. L'analyse en laboratoire soutient ce que des générations de cuisiniers indigènes savaient déjà. Le processus est essentiel, pas facultatif. C'est cette combinaison de connaissances ancestrales validées par la science moderne qui donne une nouvelle pertinence au kamas en tant que culture de sécurité alimentaire. Dans la poussée pour des glucides durables et résilients, une plante autrefois mise de côté comme une fleur sauvage revient au centre de la conversation, non pas comme une nouveauté, mais comme une solution éprouvée pour l'avenir. Aujourd'hui, le kama bleu fleurit dans des prairies restaurées et des jardins de catalogue. Son héritage est façonné par la politique autant que par la biologie. Alors que l'insécurité alimentaire augmente et que l'habitat des prairies tombe en dessous d'1% de son étendue historique, la leçon tient. Les calories peuvent être supprimées par la législation aussi facilement que les mauvaises herbes. Ce que nous choisissons de gérer ou d'effacer décide encore de qui mange. Partagez vos pensées ci-dessous.